BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrez. À 4 mois de l'élection présidentielle, on va parler des grands sujets d'actualité, situation sanitaire évidemment, politique énergétique de la France avec la question du nucléaire. On parlera également de la présidence française de l'Union européenne et de la transition écologique bien évidemment. Valérie Petit est en duplex avec nous. Bonjour. Vous êtes députée de la 9e circonscription du Nord, porte-parole du groupe parlementaire Agir Ensemble et ancienne députée LREM. D'abord un mot de l'actualité. Le gouvernement qui prolonge la fermeture des discothèques pour 3 semaines supplémentaires. Les salles de concert, elles peuvent rester ouvertes, mais les concerts doivent se tenir uniquement assis et avec une jauge. Et ça tranche évidemment avec l'absence de contraintes pour les meetings politiques. Est-ce que vous comprenez la colère des salariés à la fois du monde du spectacle et des discothèques ? Alors oui, je comprends la colère évidemment du monde de la nuit. Je les ai moi depuis très longtemps soutenus aux côtés de mon collègue Christophe Blanchet qui a beaucoup défendu leur cause. Je vais travailler régulièrement, été en contact régulièrement avec eux. Ils savent aussi que c'est une mesure raisonnable parce que vous voyez avec la vague que nous subissons actuellement, c'est difficile pour eux. L'État va continuer de les accompagner, mais ils savent aussi que c'est raisonnable. Après, sur la question des meetings politiques, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre pour nos concitoyens, mais notre Constitution, en fait, protège l'expression politique, c'est un fondement de notre démocratie. Donc il ne s'agit pas de comparer, par exemple, des lieux de culture avec des lieux d'expression de la démocratie que sont les meetings politiques. Donc il y a un empêchement qui est lié à la Constitution, il y a une raison qui est de protection de l'état de droit et de la démocratie. Après, la pratique politique, elle est différente. C'est que nous, dans la majorité, nous nous sommes engagés à respecter exactement les mêmes jauges que pour les événements culturels, par exemple, dans toutes nos manifestations politique, mais il faut bien rappeler qu'il y a une constitution avec un certain sens et en même temps, nous, dans notre pratique, nous entendons les Français, nous appliquons à nous-mêmes les mêmes règles. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas protéger cette liberté d'expression politique en organisant peut-être des meetings virtuels ? On a tous appris pendant la crise à travailler à distance. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens que de maintenir ces meetings politiques où probablement des personnes seront contaminées ? Vous savez, en réalité, je pense que tous les hommes et les femmes politiques responsables vont tenir très peu de meetings de grande envergure. Nous en avons tous profondément conscience. Moi, je vais organiser des Facebook Live comme je l'ai souvent fait, des débats virtuels pendant la campagne qui s'annonce. On est tous pris de court. On doit réinventer, y compris la façon de faire de la démocratie face à cette terrible crise sanitaire. On avance pas à pas. Moi, je suis assez confiante dans la responsabilité des hommes et des femmes politiques. Évidemment que nous allons prendre nos responsabilités. Et on va essayer, en effet, ensemble, de trouver des façons de continuer à débattre de façon démocratique en dépit de ces contraintes extrêmement fortes. Le gouvernement s'apprête à réduire la période d'isolement, à la fois pour les personnes contaminées et les cas contacts dans certains cas. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier le sanitaire au profit de l'économie ? Alors non, au contraire, je crois qu'on arrive à trouver, et on le voit quand on se compare aux autres pays qui ont des mesures extrêmement restrictives. Là, moi, je suis dans le Nord, je suis pas loin des Pays-Bas, typiquement. Au contraire, on tient une ligne de crête qui est que nous nous adaptons peut-être semaine après semaine. On est le plus agile possible pour vraiment avoir toujours la bonne balance entre les libertés individuelles, mais aussi économiques, et aussi la préservation de la santé de nos concitoyens. Donc ça, cette mesure de réduction, c'est une mesure de bon sens, prise sur des fondements scientifiques et qui justement intègre toutes ces dimensions de liberté individuelle, économique et de protection de la santé. Donc moi, je pense que c'est une très bonne mesure de bon sens, d'adaptation. Vous savez, c'est le maître mot. On doit vivre avec ce virus, on doit adapter quasiment au jour le jour nos politiques publiques et c'est ce que fait le gouvernement aujourd'hui. Alors vous êtes rattaché à la majorité, mais vous avez choisi quand même de faire un pas de côté et de conserver votre liberté d'expression. Est-ce qu'on a manqué de courage politique sur la vaccination et notamment en entreprise ? L'Italie a imposé le pass sanitaire dans toutes les entreprises, la France s'y est refusée. Alors moi, je suis pleinement dans la majorité. Vous savez qu'il y a 3 partis dans la majorité. Moi, je suis dans le parti Agir ainsi que chez Horizon. Moi, à titre personnel, dès le mois de juin dernier, j'ai défendu l'obligation vaccinale. Il me semblait que c'était
finalement, si on fait la balance entre les libertés des uns et la santé des autres, il fallait faire le choix de l'obligation vaccinale. J'ai donc soutenu, y compris le passage du pass sanitaire au pass vaccinal, parce que l'on avance petit à petit vers ce qui me semble être la bonne mesure, qui est l'obligation vaccinale. Donc ça, c'est ma position personnelle. Elle est soutenue par d'autres élus, évidemment, au sein de la majorité. Je pense que c'est aussi l'objectif du gouvernement. Et moi, je le défends parce que j'étais moi-même très malade du Covid. Et j'ai vraiment, pour moi, il y a l'urgence à vacciner, à ce que chacun soit protégé. Et je veux aussi saluer quand même, avant de parler des contraintes, la responsabilité des Français. On est un des pays les plus vaccinés au monde, 91% des plus de 12 ans. C'est vraiment très encourageant et ça montre que les Français sont prêts à cette obligation. Après, sur les entreprises, moi je pense que là encore, on a trouvé une approche modérée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation sur les entreprises. Le pass vaccinal, vous le savez, il s'applique pour l'instant à peu près 2,7 millions de professionnels de santé. Et là, en effet, avec le pass vaccinal, il va concerner à peu près 2 millions de salariés. Alors, ce sont les salariés qui sont dans les établissements qui reçoivent du public, qui sont dans les transports. Je pense qu'ils comprennent et que les Français comprennent que parce qu'ils sont très exposés, il est important qu'ils soient vaccinés. Après, les choses sont mises en place avec les partenaires sociaux et avec les entreprises pour qu'en effet, ce ne soit pas l'entreprise qui fasse le rôle de l'État, qui ne fasse pas la police. Donc, si vous voulez, il va y avoir d'abord la possibilité de prendre des congés, le temps donné pour qu'il y ait un dialogue avec le salarié qui éventuellement hésite à se faire vacciner. Il n'y a pas de mesure brutale. Et puis, je le rappelle, Elisabeth Borne l'a redit, le premier objectif, c'est aussi de passer en télétravail. C'est le plus simple. 60% des salariés aujourd'hui peuvent passer en télétravail. Et les entreprises, moi j'en suis convaincue, vont continuer de jouer le jeu. Et je veux le redire, en réalité, très peu de cas en entreprise posent problème. La majorité des Français se vaccinent et trouvent des aménagements avec leur employeur pour poursuivre l'activité. Il nous reste 5 minutes, beaucoup de sujets à aborder. D'abord, la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Quels sont les grands dossiers que vous souhaitez voir avancer ? Écoutez, moi je crois que le cap qui a été fixé par le président de la République, qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est l'idée de soutenir la croissance et de construire un nouveau modèle économique européen pour soutenir cette croissance et que ce soit une croissance verte. Donc pour moi, les enjeux, ils sont économiques et écologiques en premier lieu. Moi, ce qui me tient particulièrement à cœur sur la présidence de l'UE, alors ça veut paraître un peu technique, mais on est sur BFM Business, c'est, je crois, la question de faire de l'Europe une place financière verte. Vous savez, aujourd'hui, la transformation écologique, accompagner les entreprises dans la transformation de leur modèle économique va demander énormément d'investissement. Et l'investissement public n'y suffira pas. Donc il y a un énorme enjeu à changer les règles de la finance. Alors ça passe par la taxonomie, ça passe par des standards pour la performance extra-financière, ça passe par de nouveaux indices de marché. Tous ces combats de finance durable, ils sont essentiels si on veut que les capitaux privés se déplacent dans les entreprises qui jouent le jeu de la croissance et de la transformation écologique. Donc moi, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur au président, également à la secrétaire d'État Olivier Grégoire. Je pense que c'est un sujet où on peut être en pointe, un sujet d'économie et de finance, que moi, la finance en matière d'écologie, c'est mon ami, et que peut porter la France parmi tous les sujets qu'elle va porter avec beaucoup d'ambition dans cette présidence de l'UE. Qu'est-ce qu'on met sous l'étiquette verte ? Est-ce que le nucléaire, selon vous, doit en faire partie ? Ah, vous savez, moi, sur le nucléaire, au risque de décevoir, je suis extrêmement modérée. C'est-à-dire, je suis ni du côté des fétichistes qui attendent leur salut du nucléaire, ni du côté des dogmatiques qui veulent faire du 100% énergie renouvelable. Aujourd'hui, en fait, c'est extrêmement simple. On a un objectif, c'est la neutralité carbone à 2050. La question, c'est comment on l'atteint en préservant la croissance économique. Bon, c'est très simple, il faut produire massivement de l'énergie décarbonée. Pour ça, il y a 3 leviers. Il y a augmenter la production d'énergie renouvelable, on s'y attache. Il faut, et on ne le dit pas assez, soutenir les changements de comportement chez nos concitoyens sur l'efficacité et la sobriété énergétique. Et il faut, en effet, à moyen terme, s'appuyer sur nos ressources nucléaires. C'est pour ça que le président a annoncé le lancement de nouveaux réacteurs. Donc, la solution, c'est évidemment un mix. Il n'y a pas de pour ou de contre. Il y a des termes différents et il y a toujours une voie équilibrée. Encore une fois, pour avoir l'autonomie énergétique et pour produire massivement une énergie propre pour soutenir la croissance. Vous vous êtes prononcé en faveur d'un revenu universel, vous appelez ça le socle citoyen. En quoi est-ce que votre proposition est différente de celle de Benoît Hamon lors de la dernière campagne des présidentielles ?
Alors, ma proposition, en fait, c'est la création d'un filet de sécurité contre la pauvreté, un filet de sécurité universel. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une société, c'est rien de le dire, de tous les risques. Risques sanitaires, risques économiques, risques terroristes. Du jour au lendemain, votre activité peut s'arrêter, vous pouvez vous retrouver sans rien. On a longtemps cru que le système français de protection sociale protégeait tout le monde de façon universelle. La réalité, c'est que la crise du Covid a montré que certains pouvaient se retrouver sans rien. Les indépendants, les artisans, les étudiants. Donc notre système, il doit être amélioré. En 1945, on a créé la Sécu, on a dit il faut que chaque individu soit assuré contre le risque de maladie. Moi, ce que je propose, c'est aujourd'hui, pour que les Français continuent à prendre des risques, et dans une société du risque, le paradoxe, c'est qu'il faut continuer à prendre des risques. Ils ont besoin d'un filet de sécurité contre la pauvreté. C'est pour ça que moi, je défends le revenu universel. C'est pas la même version que Benoît Hamon, parce que la mienne, elle est financée. Elle est financée comment? D'abord parce que on va le verser de façon extrêmement simple et de façon automatique via la feuille d'impôt. Et deuxièmement, parce que l'on va opérer un choc de simplification majeur sur le système de prestations sociales dont l'économie de gestion nous permettra en partie de financer cette avancée en matière d'assurance contre les risques. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plus crédible comme proposition quand ça vient des libéraux ? Alors écoutez, je ne sais pas si c'est plus crédible. C'est vrai que nous, on a un petit réflexe chez les libéraux, c'est de faire attention à notre argent, et en particulier parce que c'est pas le nôtre, mais parce que c'est celui des Français. Donc évidemment, moi, la proposition que je fais, elle a été strictement chiffrée. On a travaillé avec des économistes pendant des années, et c'est d'abord une réforme en profondeur du système socio-fiscal français. Vous savez, ce qu'a dit aussi le président dans son discours sur la présidence de l'Union, c'est qu'il dit « Nous, ce que l'on veut, c'est redonner le goût du risque ». Et il l'a redit dans sa conférence de presse, il faut redonner le goût du risque. On ne retrouvera pas ce goût du risque si on n'équipe pas chaque Français du minimum pour faire face et pour faire librement sa vie. Mais moi, je crois que, et ça c'est le grand défi, je pense, c'est un des grands débats de la présidentielle, parce que c'est la réforme que nous n'avons pas encore faite avec Emmanuel Macron, c'est la réforme de l'État. Il faut un choc de simplification et de bonne gestion majeur sur l'État, et c'est de là que nous trouverons de quoi financer non pas seulement ce filet de sécurité contre la pauvreté, mais aussi la transition écologique et tous les défis, je pense notamment y compris aux défis économiques, parce qu'il va falloir continuer de baisser nos impôts, mais pour ça, il faut mener cette réforme de l'État, et c'est à mon avis le grand chantier qui s'annonce devant nous. Merci beaucoup Valérie Petit, députée de la 9e circonscription du Nord, porte-parole du groupe parlementaire Agir Ensemble.